Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Clément, je suis conseiller entreprise au sein du Business Innovation Center, l'incubateur de Montpellier Méditerranée Métropole. Et je suis Adèle Pérez, conseiller entreprise également, toujours au sein du Business Innovation Center de la métropole de Montpellier. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur la thématique Créer une entreprise innovante et si c'était le moment. Et nous sommes ensemble du coup jusqu'à 15h30. Et pour cette rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir différents intervenants. Déjà, merci beaucoup à eux. Merci à vous d'être présents. Donc, nous serons avec Charlotte Marr, la cofondatrice de l'entreprise My Charlotte, Frédéric Planche, le responsable filière Nextinov du groupe Banque Populaire du Sud, Pierre-Édouard Robert, le cofondateur de l'entreprise Magic Palette, Jean-Paul Alic, vice-président de Méliès Business Angels et BA Business Angels depuis plus de 10 ans, et Namrata Patel et Guillaume Mayora, le cofondateur de l'entreprise Onaos, et enfin Isabelle Prévost, la directrice de l'incubateur BIC de Montpellier Méditerranée Métropole. Juste pour démarrer sur des questions pratiques, vous avez un chat et une partie de chat et une partie questions normalement. Donc, n'hésitez pas à intervenir dans le chat et à poser aussi des questions dans la partie questions. Nous mettrons dans le chat des ressources au fur et à mesure, les ressources dont on parlera, et nous ferons remonter certaines de vos questions, et on aura aussi, si on a le temps, un petit temps de questions tout à la fin. Voilà. Et on va démarrer. Merci à tous. Merci beaucoup, Adèle. Et pour démarrer cette session de webinaire, je vais donner la parole à Isabelle Prévost, donc la directrice du BIC, qui va ouvrir cette session. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots sur la création d'entreprise et l'entrepreneuriat en général en 2020, là, sur l'année qui vient de passer? Oui, alors je ne vais pas revenir sur l'année 2020 qui a quand même été très atypique avec cette crise sanitaire sans précédent. Mais pourtant, la création d'entreprises ne s'est jamais aussi bien portée. Au niveau national, c'est près de 850 000 entreprises qui ont été créées en France en 2020 et c'est un nouveau record. Et en Occitanie, on a explosé tous les compteurs avec plus 18% par rapport à 2019, avec 7 000 entreprises créées. Alors évidemment, au BIC de Montpellier, nous aussi, on a enregistré cette tendance. On a reçu quelques 300 demandes, étudié 175 candidatures, agréé 22 nouveaux projets. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a près de 190 porteurs de projets et entrepreneurs en incubation, en suivi au BIC de Montpellier. Les pépinières sont extrêmement pleines, avec des taux de remplissage de près de 90%. Les levées de fonds se sont plutôt bien passées, malgré le contexte qui n'était pas évident au départ. Près de 15 millions d'euros de levées auprès d'investisseurs et un peu plus de 11,5 millions d'aides publiques liées à l'innovation. Donc, vous voyez, la crise n'a pas du tout impacté le goût pour l'entrepreneuriat ni au niveau national, ni au niveau métropolitain. Et preuve en est que le dernier baromètre qui a été publié par Legal Start classe Montpellier en 7e ville de France et première ville d'Occitanie pour son dynamisme économique. Ce qui montre que sur Montpellier, il existe vraiment une fibre entrepreneuriale depuis de longues années. Et ça, la présence du BIC depuis 1987 peut en attester. Donc voilà, malgré ce contexte chamboulé qui nous a tous un peu bousculés, on voit que le goût pour l'entrepreneuriat est toujours là et même probablement plus que jamais là. Merci Isabelle. Ouais, donc on constate que Montpellier est une ville attractive finalement pour entreprendre. Et pour en parler plus précisément, je vais passer la parole à Charlotte Marr, qui est fondatrice et dirigeante de la société My Charlotte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu as décidé de venir t'installer et entreprendre à Montpellier, Charlotte? Bienvenue. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Cécile. Donc, effectivement, je m'appelle Charlotte Marr, je suis fondatrice de My Charlotte, qui est donc une société qu'on a créée avec mon mari, Grégoire Nedelec, suite à une expérience ou 2 expériences personnelles avec le cancer. Et on a donc décidé de créer une solution, en fait, des outils, des solutions qui permettent, en fait, à la société de mieux s'adapter aux besoins, en fait, singuliers des patients suivis pour une maladie qui peut être chronique comme le cancer.
Donc concrètement, en partant de notre expérience, de notre vécu, on a identifié un besoin et on y répond. C'est quelque chose qu'on avait déjà clairement identifié, puis j'y reviendrai après, mais la crise finalement qui s'est développée au cours de l'année dernière a vraiment agi comme un révélateur pour nous. On a décidé, comme tu le disais, Cécile, on a décidé de venir s'installer à Montpellier puisqu'on on habitait à l'étranger, on était en Autriche et donc on avait absolument le choix de pouvoir s'installer et installer notre société là où on le souhaitait. Donc, au-delà d'attaches familiales ou autres facteurs qui ont pu venir en considération, ce qui nous a vraiment décidé à venir sur Montpellier, dans la région Occitanie, c'est la possibilité d'y trouver l'accompagnement du BIC, d'y trouver un environnement, tout un écosystème en fait qui fonctionne extrêmement bien, qui est très porteur, qui nous accompagne. Et ça n'a fait que se confirmer au fil des derniers mois. Je disais tout à l'heure, donc la crise qui agit comme un révélateur pour notre activité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait un besoin bien identifié avant la crise, en fait la crise a mis en valeur ces besoins, c'est-à-dire que on apporte ce qu'on appelle des soins de support. C'est des soins qui viennent en plus des thérapies médicamenteuses à proprement parler qui sont réalisées dans les hôpitaux. Et on a créé donc un guide en fait pour les patients de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de ces soins de support en version digitale à faire. Et puis on crée une plateforme web. On permet aussi de faire de prodiguer des soins de support. Donc ça va être de l'activité physique adaptée, ça va être des exercices qui permettent de gérer le stress, les émotions. Et ça, ils vont pouvoir être réalisés également par visio. Et donc là où la crise a agi comme révélateur, c'est que ces soins-là, ils peuvent être parfois prodigués dans des hôpitaux, des cliniques. Tout était fermé du fait de la crise sanitaire. Et donc, ça a fini de faire tomber en fait certaines réticences ou barrières peut-être de la part du corps médical qui pouvait encore avoir des doutes quant à la pertinence de l'outil visioconférence pour permettre de faire ce suivi-là. Nous, ce qu'on avait identifié, c'est que de toute façon, quand on est suivi pour une maladie comme un cancer, on n'a pas forcément accès en fait à ces soins-là, et que bien souvent, où on est trop loin, ou il y en a pas qui sont proposés dans l'hôpital où on est suivi, ou pour diverses raisons, on ne peut tout simplement pas se déplacer pour y aller. Donc, on apporte ces soins chez le patient. La crise a donc eu comme effet et c'est là où l'accompagnement de l'écosystème montpelliérain et de l'Occitanie a vraiment été extrêmement important pour nous. En fait, on a dû revoir nos priorités de développement et grâce à l'accompagnement dont on bénéficie au sein du BIC et de la région, donc que ce soit avec la BPI, avec la DOC, avec donc différents acteurs, on a pu mettre en fait en face de nos priorités aussi les démarches nécessaires pour accéder au financement dont on avait besoin pour accélérer nos développements ou pour changer un petit peu l'ordre des développements qui étaient prévus. On a eu la chance de pouvoir être accompagné, ou on a la chance de pouvoir être accompagné toujours par aussi la Banque Populaire. Donc, je laisserai tout à l'heure Frédéric reprendre la parole, mais ce qui a été vraiment très très net pour nous, c'est que le fait de pouvoir être accompagné par le BIC permet d'avoir un climat de confiance, une relation de confiance qui s'établit beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement avec des partenaires financiers ou les partenaires locaux. Et ça, c'est vraiment ça fait vraiment une différence extrêmement importante. Et voilà, même en période de crise, ça nous permet d'aller vite, d'avancer comme on a besoin d'avancer, avec une certaine sécurité, de se sentir soutenu. Et donc, voilà, le contexte de crise peut parfois paraître un petit peu anxiogène par rapport au fait d'entreprendre, mais au contraire, il y a vraiment énormément d'opportunités aussi, et le fait d'être bien accompagné fait toute la différence. Très bien. Et je crois que tu as été accompagnée aussi très rapidement, comme tu le disais, par la région Occitanie et par BPI France, et donc tu as pu être mise en relation, vous êtes rencontrés avec la Banque Populaire et Frédéric Planche. Et justement, Frédéric, tu fais partie du groupe Banque Populaire du Sud et tu es responsable de la filière Nexinov. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du banquier et le rôle du groupe Banque Populaire et comment vous accompagnez les entrepreneurs? Tu n'as pas de micro, car il est coupé.
Merci. Voilà, merci. Merci Cécile et merci Charlotte. Oui, l'histoire entre la Banque Populaire du Sud et le BIC de Montpellier, c'est une vieille histoire en fait. C'est pas Frédéric Plange ni Vanessa Chapelle. C'est 30 ans de collaboration avec le comité d'experts. Et Montpellier a toujours été vu comme une terre d'innovation, une terre de prise de risque. Et Georges Frêche l'avait bien pressenti en créant cet incubateur à Cap Alpha il y a 30 ans. Et donc, j'ai hérité, comme Vanessa, d'une expérience et de l'expérience des anciens pour accompagner l'innovation. Seulement, dans ce moment, il était important pour nous de structurer, d'organiser, de communiquer sur un métier de banquier qui est compliqué en fait. Financer l'innovation, c'est assez compliqué. On dit qu'il y a beaucoup de risques, etc. Et donc à ce titre-là, en 2015, j'ai quitté mon statut de responsable de région. J'ai une passion, c'est l'innovation, et j'ai pu monter l'agence Sud Innovation à Montpellier sur ce territoire, conjointement avec à côté du BIC en fait. On a ouvert une agence juste à côté. Et aujourd'hui, cette agence Sud Innovation, elle accompagne à peu près 290 sociétés. Donc la filière, elle est venue après l'agence, puisque ça a bien marché sur l'agence Innovation à Montpellier. Mon patron m'a dit, écoute Frédéric, ça marche bien, est-ce qu'on ne peut pas faire ça ailleurs, Perpignan, Nîmes, etc. Et donc j'ai laissé les rênes de l'agence à Vanessa, mais elle est inclue dans la filière, puisque c'est pour ma part qui développe la stratégie un peu de financement et d'accompagnement d'innovation. Et aujourd'hui, c'est à peu près 400 entreprises sur le territoire, de PME innovantes, de start-up et de groupes de l'écosystème. Donc, on a mis en place des financements, financé une start-up. Quand j'ai porté le projet, on m'a dit, oula, Frédéric, t'es pas un peu fou, il y a beaucoup de risques, etc. Et là, je me suis appuyé sur vous, sur le BIC. Parce que je suis allé voir mon patron et lui ai dit, voilà, Monsieur Chauvoy, c'est l'époque, je lui ai dit, Monsieur Chauvoy, au BIC de Montpellier, 87% des entreprises sont en vie à 5 ans. J'ai moins de risques de financer une entreprise du BIC de Montpellier, d'un incubateur, qu'un restaurant au centre-ville de Montpellier. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ah oui, vous avez peut-être raison. Et c'est vrai que le risque de la banque n'est pas tout à fait le même que celui des fonds. Quand un fonds, une entreprise, et ça, je voudrais quand même préciser ça, quand un fonds prête de l'argent à une entreprise qui ne décollera pas, il considère sa position comme une créance gelée, un débiteur gelé, il pourra pas liquider sa position, etc. Moi, dans bien des cas, des startups qui n'ont pas été qui n'ont pas connu d'explosion, sont devenues des vraies pépites de PME, parce que c'est des boîtes qui ont fait 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un rendement, c'est-à-dire des résultats à peu près 5-10%, qui ont des fonds propres positifs, une trésorerie. Et ça, pour une banque, c'est une pépite. Alors que pour un fonds, il le déclasse et il le passe par perte et profit. Donc, le niveau de risque pour la banque n'est pas tout à fait le même. Cependant, il a fallu donc construire tout un référentiel, etc. Et en 2015, quand je construis le truc, on me dit, il faut aller à Paris. Et là, j'arrive à Paris avec mes collègues de la banque au niveau national et on construit une grille d'analyse pour former les collaborateurs, des formations pour former les collaborateurs, etc., pour que vous trouviez en face de vous, les porteurs de projets, des gens qui comprennent ce que vous leur dites, qui savent analyser le fonctionnement du start-up, qui regardent vos bilans de manière bienveillante et compréhensive, parce qu'ils savent qu'une production immobilisée, ce que c'est, etc. Bon, je pourrais en parler des heures. Donc, du coup, cette formation au niveau national, qu'on a déployée sur le groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, est issue de l'expérience montpelliéraine. Trop peu de gens le savent. C'est-à-dire que quand on a construit le groupe, pour tout le groupe qui est la deuxième banque française, c'est de Montpellier que sont venus les collaborateurs qui ont apporté la grille d'analyse, les exemples sur les startups entre une biotech, du numérique, etc. Donc pour nous, c'est à peu près, je vous dis, on a mis 35 millions d'euros dans les entreprises depuis 4 ans. On perçoit à peu près 145 millions d'euros de flux chaque année, les entreprises déposent. Et sur ces flux, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a à peu près 30% qui partent à l'international. Donc rapidement, c'est les entreprises qui font l'international. Et sur ces entreprises qu'on a sur Montpellier, elles lèvent, parce qu'on les voit sur nos livres, je n'ai pas fait la comptabilité de ce qu'elles lèvent à l'extérieur, elles lèvent entre 15 et 25 millions chaque année. Donc vous imaginez, chaque année, moi je mets entre 7 et 10 millions d'euros de prêts bancaires, et elle lève entre 25. Vous voyez les effets de levier. Et on travaille avec tout le monde. C'est ce que je voulais dire aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre écosystème,
InnoSystem, parce que je trouve qu'on est dans un système qui valorise vraiment l'innovation et qui est au cœur de la création de valeur, c'est que tout le monde travaille ensemble. Et souvent, que ça soit Pierre-Édouard, que ça soit Charlotte ou les autres, ils peuvent me dire, mais vous m'avez donné le numéro de téléphone de votre concurrent, la Caisse d'épargne, le CIC, la BNP. Eh bien oui, on vous donne les numéros de téléphone des autres parce qu'on a besoin de tout le monde pour faire des effets de levier, limiter le risque et augmenter le niveau d'intervention sur le financement bancaire, dilutif, non dilutif. Et donc là, il y a toute une série d'arbitrages qui se font. Donc vous avez en face de vous des collaborateurs formés, une grille d'analyse. La grille d'analyse, le premier postulat, c'est il faut être incubé. Nous ne finançons et accompagnons que les entreprises qui sont incubées. Donc vous avez un réseau aussi, un réseau qui est mis à disposition, ce que je dis, les banques, les experts comptables, l'IS, les fonds, Soridec, Oxide, la région, la BPI, tous ces gens, on les connaît, on les tutoie, on les connaît par leur prénom, leur numéro de téléphone, et on peut discuter de vos dossiers, et toujours avec bienveillance, en ayant cette notion de territoire, de territorialité, de la création de richesse, du labo jusqu'à la PME. Et à ce niveau-là, je voulais dire que effectivement, l'InnoSystem de Montpellier, puisque je travaille au niveau national, donc très ancré sur Montpellier, et il est remarquable. Il est remarquable de bienveillance, il est remarquable d'efficacité, puisque sur les 300 boîtes, là, depuis 3-4 ans, je vois arriver des scale-up. Donc, mon métier à moi, j'ai laissé Vanessa faire l'amorçage. Bon, aujourd'hui, j'accompagne les boîtes en scale-up, c'est-à-dire trouver les nouveaux fonds, les nouveaux outils pour travailler sur la série B, l'IPO et tous les outils qui feront de nos entreprises des PME. Okay. Nous ne cherchons pas. On te laisse terminer rapidement parce que justement, en parlant de scale-up, il y en a une qui va bientôt l'être. Oui, et on a juste une petite question, Frédéric. Juste une petite question, Frédéric, avant de passer la parole à Pierre-Édouard. Et peut-être que ce sera l'occasion aussi pour les autres de répondre. Est-ce qu'une entreprise innovante doit forcément être axée sur le numérique ? Et quels sont les critères qui qualifient une entreprise d'innovante ? Alors, peut-être que tu peux en parler et puis du coup, ce sera l'occasion. Vite fait, je vais faire vite fait. Comme nous, on est des banquiers. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas ingénieur informatique, je ne suis pas agronome, je ne suis pas informaticien, rien du tout. Je laisse le soin de définir ce que c'est qu'une entreprise innovante par le BIC, votre comité de sélection. C'est vous qui me dites si c'est innovant ou pas. Et donc, dans le parcours d'accompagnement, on a rendu obligatoire fermement l'incubation. Alors, ça peut être vous, comme Nîmes ou autre. C'est les incubateurs qui valident l'innovation. Après, on a le passage chez Cralia. Après, on a la cellule BPI de Paola Salle de BPI, qui fait un travail remarquable. Et c'est avec tous ces gens-là qui ont cette appétence à l'innovation, qui définissent l'innovation. Vous comprenez bien que je suis incapable de dire en biotech, quand ça sort de la SAT, si c'est pertinent ou pas. J'ai un petit vernis, mais je ne le sais pas. Donc, effectivement, il n'y a pas que le numérique. Il y a l'agro, le bio, l'économie sociale et solidaire. J'ai tous les secteurs et je travaille à 380. Je ne cherche pas, voilà, pour terminer, je vais dire, nous ne cherchons pas à rentrer que des fintechs pour notre propre compte, ce que d'autres banques font, plus ou moins, plutôt les nationales. Et notre vocation à nous, c'est on ne cherche pas à faire des licornes. Ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on cherche à faire, c'est des PME ancrées dans le territoire national, à vocation européenne, voire mondiale, mais qui restent sur notre territoire. Et c'est une ambition, je peux vous le dire, très, très importante chez nous. Merci beaucoup Frédéric pour ton retour d'expérience et cet éclairage. Alors, on emploie des termes des fois qui doivent être un petit peu complexes. N'hésitez pas à poser des questions, puisqu'il y a l'équipe du BIC qui est là pour y répondre et qui est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce qu'on dit beaucoup de choses. Ça peut par moments être un peu compliqué et c'est tout à fait normal. Et donc, tu parlais d'InnoSystem, tu parlais de scale-up et ça nous amène, et j'allais en parler, à l'innovation. C'est un terme dont on entend beaucoup parler, c'est très très compliqué à définir et on peut en donner plein de définitions. On le considère nous souvent en le qualifiant d'avantage concurrentiel durable et de barrière à l'entrée face à des potentiels concurrents. Ça peut être de services, d'idées, marketing, de produits, bref, c'est assez complexe et ça évolue dans le temps. Et en parlant d'innovation, eh bien, je voulais passer la parole à Pierre-Édouard Robert. Pierre-Édouard, tu es le fondateur et le dirigeant de Magic Palette. Alors, est-ce que tu pensais créer une entreprise innovante quand tu as eu l'idée de Magic Palette ? Comment ça s'est passé ? Je ne pensais pas créer une entreprise du tout. D'accord. Du tout.
depuis le début, c'est pas mon univers. J'ai plutôt un carcan familial qui a toujours fui les risques. Un père médecin, une maman professeure des écoles qui m'ont toujours encouragé à avoir un boulot plutôt dans un grand groupe, très sécurisé. Sauf que du coup, l'entrepreneuriat m'a un petit peu rattrapé. Donc bon, j'ai d'abord travaillé 10 ans chez Bouygues, donc voilà, je l'avais mon boulot confortable, je l'avais ma carrière confortable. Et mon beau-papa, un jour, m'a demandé de l'aider à diriger sa PME de transport routier frigorifique. Donc déjà un premier monde que je connaissais pas, que j'ai appris. Bon, là, c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat, c'était plutôt de la reprise d'une entreprise qui avait déjà une inertie économique. N'empêche que j'ai appris beaucoup de choses. Et dans cette expérience dans le monde du transport que je ne connaissais pas, je suis tombé sur quelque chose qui m'a littéralement choqué et qui m'a fait agir, qui m'a fait finalement une force qui a été plus forte que ma peur du risque. En quelques mots, parce que ce n'est pas le sujet ici, mais je me suis rendu compte que tous les jours, il y avait des centaines de milliers de camions qui sillonnaient les routes d'Europe avec uniquement des palettes vides à l'intérieur. En plus des palettes interchangeables, des palettes standardisées. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens ne se les échangent pas localement vu qu'il y en a partout? Et ça a été le point de départ de Magic Palette. Au départ, j'ai agi pour la PME de Beau-Papa pour essayer de trouver une solution parce que ce phénomène-là lui coûtait 300 000 € par an. Et petit à petit, je me suis fait aspirer par le truc. Par l'écosystème, et ça m'a donné une énergie, une confiance en moi qui m'a mis sur le chemin de l'entrepreneuriat. Mais ça ne voulait pas dire que c'était gagné, hein. J'y suis vraiment allé étape par étape, et il a fallu quand même un petit peu de temps pour que je me convainc moi-même que ouais, c'était la voie à prendre et qu'il fallait passer le cap du salariat à l'entrepreneuriat. Donc, ce qui m'a amené à ça, c'est plusieurs choses. Déjà, en parler énormément autour de moi. Une idée, il ne faut pas la garder pour soi. D'ailleurs, une idée se nourrit, s'enrichit des échanges qu'on peut avoir avec d'autres, sa famille, ses amis, des collègues, des partenaires, des pépinières, des banquiers. Tous ces gens-là vous mettent parfois face à des incohérences ou nourrissent des idées qui sont bonnes pour que vous puissiez les développer. Et petit à petit, ça fait que la chose s'envole. Donc ça, c'est le premier point. Entrepreneur, c'est pas un métier, c'est plutôt une nécessité finalement pour impacter, pour régler un problème. Moi, ce problème que j'ai découvert, il n'y avait pas d'autre solution qu'entreprendre pour le régler, parce que sur le marché, il n'y avait pas de solution. Donc, il a fallu la créer. Donc, je me suis remonté les manches et je l'ai créé. Donc, en quelques mots, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur, je pense. Il ne faut pas justement trop se projeter paradoxalement au début. Moi, ce qui me faisait peur, c'est d'imaginer toutes les étapes que j'avais devant moi avant de créer une entreprise. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et en fait, on y va vraiment step by step. Au début, j'ai créé une structure juridique, me disant, maintenant, tu n'as plus le choix, tu as engagé les premiers milliers d'euros dans la création de ta structure, vas-y, pas à pas, t'en parles, tu fais un salon, tu commences à avoir des retours positifs. Finalement, tu passes un cap le jour où tu commences à embaucher une première personne parce que là, tu deviens responsable, tu endosses une responsabilité vis-à-vis de quelqu'un, c'est quand même pas rien. Et petit à petit, tu te construis et il y a une énergie qui te porte. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, ouais, tout à fait. Cécile. Ouais. Absolument. Et donc, tu as été impactée aussi fatalement l'année dernière. Comment ça s'est passé pour toi? Quels ont été les faits marquants de 2020 pour Magic Palette? Il me semble que tu as même accéléré ton business. Alors, ça a été une année assez riche. Déjà assez riche d'apprentissage, parce que forcément, comme toute boîte, on a dû se remettre en cause. Pendant un moment, nos canaux d'acquisition clients étaient complètement gelés avec la crise, donc il a fallu se réinventer, trouver d'autres canaux de distribution, d'autres façons de toucher, de contacter nos clients. Ça a été aussi un moment assez privilégié pour se reposer se recentrer sur nous, sur notre opérationnel, sur comment on est organisé, nos process, nos méthodes, etc. Donc ça, c'était assez profitable. Et élément assez marquant aussi, on a fait notre première levée de fonds assez significative. On a levé 2,5 millions d'euros auprès de différentes typologies d'acteurs, des VC, mais aussi des business angels et du corporate, pour nous permettre d'aller chercher notre ambition. Et voilà, ça pourrait faire peur. On a eu peur d'ailleurs. Hein. On s'est dit, c'est vraiment le planning le plus pourri au monde pour amorcer un sujet comme ça. Et en fait, toujours dans cette idée, on y va. On verra où ça nous mène, mais on se fait une promesse, c'est qu'on va tout faire du mieux possible. Et en fait, on s'en sort. Certes, et vous êtes combien aujourd'hui là?
Vous êtes combien? On est plus d'une vingtaine, on va être 22 dans la structure. Et Ok. voilà, le tout, c'est de jamais se décourager, de toujours foncer. Et même dans une période compliquée comme le Covid, certes, ça rallonge un peu les délais, mais on s'en sort, on y arrive. Bon, super. Merci beaucoup pour ton retour. Et donc, tu nous as bien montré que sur le territoire donc, et ailleurs, hein, mais ici, on peut trouver des partenaires financiers au-delà des banques de la région, des partenaires comme BPI France. On a un terreau dynamique sur la levée de fonds, comme le club de Business Angel Méliès. Et bonjour Jean-Paul, vous êtes donc vice-président du club de Business Angel Méliès et vous êtes Business Angel, je crois, depuis plus de 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, Méliès, et un peu les actualités, comment ça s'est passé pour vous en 2020 aussi, et puis maintenant, comment ça se passe, les investissements dans les entreprises en démarrage? Vous n'avez pas votre micro non plus, et je vous laisse le brancher. Toujours pas. Ok. C'est bon, on vous écoute. C'est bon, voilà. Bienvenue. Merci, pardon pour ce petit retard. Je voudrais commencer par un avis. La question, c'est est-ce que c'est le bon moment pour créer une entreprise innovante? Moi, j'estime que si on a une idée, un brevet, un concept innovant, c'est toujours le bon moment. Et il faut savoir que c'est un processus long, d'abord pour le développer et ensuite pour le faire accepter. Alors, n'attendez pas que les concurrents le fassent à votre place. Et enfin, dernier avis, faites-vous accompagner. Vous avez un environnement local qui est extrêmement dynamique, un terreau fertile pour l'innovation. Il faut en profiter. Donc, je vais vous présenter rapidement le rôle que Méliès Business Angel joue dans cet écosystème de création et d'accompagnement, comment on fonctionne et ce que nous pouvons vous apporter et un éclairage effectivement sur l'année passée. Okay, Dans le cycle Méliès, vous retrouvez mobilisation de l'épargne locale pour l'investissement dans les entreprises. J'insiste parce que ce cycle fait étonnamment écho à la problématique d'actualité dont on parle beaucoup, qui est comment mobiliser l'épargne pour le développement économique. Avec les deux composantes Business Angel, Angel qui reprend une notion de bénévolat, d'altruisme, d'aide, et business, de rationalité économique, car c'est bien de créer, mais encore faut-il le faire dans un contexte qui maximise les chances de succès. Nous apportons donc nos expériences, nos conseils et la possibilité d'un apport en fonds propres à un moment où les risques sont les plus grands et où les autres investisseurs sont les plus timides. Notre association a été créée en 2006, elle s'est regroupée au sein d'une fédération qui s'appelle Occitanie Angels avec le réseau Capital Angels de Toulouse. Depuis 15 ans, c'est plus de 5,5 millions qui ont été investis dans 40 sociétés, avec bien sûr des déceptions, des sociétés qui vont s'arrêter, avec des sorties gagnantes, mais avec aussi beaucoup de sociétés que nous avons encore en portefeuille. Et il faut savoir qu'il s'agit d'un investissement et d'un accompagnement de long terme. Nous regroupons environ une centaine d'adhérents et les entreprises dans lesquelles nous avons investi ont créé plus de 300 emplois directs. Et donc, comme je le disais, nous intervenons extrêmement tôt dans la chaîne de financement, juste après ou en même temps que ce qu'on appelle la love money, les prêts d'honneur, Créalia, etc. Au moment où vous, créateurs, en êtes à la preuve de concept, au démarrage du développement commercial, et nous sommes capables d'investir entre 50 000 euros et quelques centaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus, pouvant aller jusqu'à 500 000 ou 1 million d'euros, en mobilisant plusieurs réseaux de business angels avec lesquels nous avons des liens étroits. Ces augmentations de capital, il faut le savoir, déclenchent des aides et des participations BPI qui souvent vous permettent de doubler la somme levée. Au-delà, les entreprises auront recours à des fonds d'investissement pour se développer encore plus. Nous investissons exclusivement dans les startups de la région Occitanie, beaucoup dans des entreprises de la métropole et de Montpellier, et beaucoup également dans des entreprises qui ont été incubées par le BIC. Nous participons régulièrement à des comités d'experts, en particulier au BIC, afin d'aider et de conseiller les entreprises innovantes dans la mise en place de leur société. Comment ça se passe ? Vous déposez un dossier, vous êtes prêt, vous avez votre projet innovant, vous déposez un dossier structuré avec business plan et données d'activité sur le site de Méliès. Et notre équipe Dealflow reçoit environ 100 dossiers par an qui vont tous être analysés.
Pour 70 à 80% d'entre eux, cela donnera lieu à une rencontre entre l'équipe Dealflow et le porteur de projet. Et ce filtrage va nous permettre de décider, à travers des comités de pilotage, de lancer ou pas des études. Nous menons entre 10 et 15 études par an, études qui, au passage, il faut le savoir, nécessitent beaucoup de temps de nos bénévoles. Ce filtrage est aussi d'ailleurs l'occasion de conseils. Certaines sociétés qui n'ont pas été retenues parce qu'elles n'étaient pas encore assez prêtes, mais nos membres leur ont néanmoins conseillé par la suite et comment dire, et les ont aidés à approfondir leur dossier. Et ce processus se termine, quand tout se passe bien, par un comité d'investissement, dans la moitié des cas des entreprises qui ont été étudiées, et par la négociation d'impact d'actionnaires et des opérations de levée de fonds. Je voudrais juste souligner à ce niveau qu'il est important de s'y prendre à l'avance. Encore une fois, le temps passe vite, ces opérations nécessitent souvent plusieurs mois, et au passage, il est aussi important de lever suffisamment. Une analyse de nos dossiers récents montre qu'à 3 ans, les entreprises atteignent en moyenne 16% du business plan. Bon, ça peut inciter à revoir les hypothèses des business plans, mais ça peut surtout inciter à avoir suffisamment de réserves pour tenir cette période jusqu'à le démarrage de la commercialisation. Au passage, l'accompagnement est extrêmement important. Au moins un accompagnateur Méliès rejoint le comité stratégique de chaque entreprise, qu'il suit et conseille étroitement. Et au passage, c'est une aide significative pour l'entreprise financée. Est-ce le bon moment? La crise sanitaire a sans doute ralenti quelques opérations, mais il faut savoir que Méliès Business Angel a fonctionné normalement toute l'année dernière, en grande partie en visioconférence, que nos comités de pilotage, réunions de filtrage, webinaires de présentation de dossiers, comités d'investissement se sont succédés à un rythme tout à fait soutenu. À la fin, l'année 2020 est certes en baisse en termes d'investissement, mais beaucoup plus à cause de dossiers qui traînent ou qui sont reportés, et pas du tout à cause de la dynamique de fonctionnement. Cette tendance d'ailleurs a été aussi constatée par la Fédération nationale de France Angel, à laquelle on appartient aussi. Et c'est peut-être la conséquence, c'est une question qu'on se pose, du fait qu'il y a eu beaucoup d'aides, de PGE, etc., qui ont peut-être retardé les besoins de levée de fonds. En tout cas, pour les entreprises qui étaient déjà installées et qui auraient pu nécessiter des opérations qu'on appelle de bridge, c'est-à-dire un petit financement complémentaire, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leurs objectifs commerciaux, avec des retards qui, au passage, ne sont pas forcément dus au Covid, les aides dont je parlais auront certainement permis de tenir un peu plus longtemps et de décaler des besoins de financement. Donc, en conclusion, oui. Vous qui voulez créer votre entreprise innovante, vous pouvez avoir besoin de nous pour accélérer votre croissance. De notre côté, nous cherchons de bons dossiers, bien construits, d'où l'intérêt du travail d'incubation réalisé par le BIC. Car pour mobiliser l'épargne et donner envie à des nouveaux business angels de nous rejoindre, quoi de mieux que des dossiers attractifs? Et c'est le sujet du jour, innovant. Merci. Merci beaucoup. Jean-Paul, vous avez fait combien d'investissements? Vous savez à peu près dans combien d'entreprises vous avez investi cette année? L'année dernière, on a dû faire trois dossiers, qui est un petit comment dire, millésime. Random. Okay. Mais encore une fois, beaucoup des retards ne sont absolument pas liés à la crise. Et Jean-Paul, on a une question. Quels sont les critères qui vous font dire qu'une entreprise est prête ou pas pour venir vous voir ou lever des fonds? Il faut que le produit soit prêt. Si possible, que les développements techniques soient terminés, c'est mieux. Et il faut un business plan structuré, construit, qui permette d'expliquer comment ça va se passer et comment ça va se financer, et quelles sont les prévisions, quels sont les besoins financiers, comment les justifier. Ok. Et donc, dans ces 3 investissements, vous avez mis un ticket, vous avez investi dans une entreprise qui est suivie au BIC, qui s'appelle Deep Blue. J'en parle, elle n'est pas là, mais qui a suivi tout le parcours de l'accompagnement du BIC. Et de suivre tout le parcours d'accompagnement, donc on vous décrira peut-être et que vous pouvez trouver sur notre site internet, mais dont on pourra reparler. Et donc je vais faire parler justement la société Onaos, représentée par Namrata et Guillaume. Et
Et vous avez eu la bonne idée de venir voir le BIC au premier semestre 2020. C'est-à-dire que vous avez sonné à notre porte au premier semestre, au meilleur moment. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu tout ce qui s'est passé pour vous à partir de ce moment-là? Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Guillaume, on t'entend. Au niveau Ta du connexion micro. est fragile, Parfait. mais si tu Bonjour. déconnectes, on paliera. Ça va. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Mayoral. Effectivement, je suis cofondateur de la société Unaos, qui est une société qui évolue dans le secteur de la santé numérique. Et donc, je peux témoigner par l'expérience de la qualité et de la richesse de l'écosystème montpelliérain qui accompagne les porteurs de projets. Si je regarde un petit peu dans mon rétroviseur, moi, je suis médecin de formation. J'ai créé la société en 2018 sur une idée assez simple. Les technologies de l'intelligence artificielle sont suffisamment matures aujourd'hui et les médecins sont suffisamment surchargés dans leur activité quotidienne pour que l'IA vienne les aider à prendre en charge des activités automatisables dans leur journée. Puis comme je viens de la biologie médicale, j'ai tout de suite vu les potentialités de l'IA dans l'aide à la prescription des examens, l'extraction d'informations dans les résultats biologiques et dans le dossier patient informatisé. Et c'est autour de ces enjeux que se bâtit Unaos. Mon message aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a senti un potentiel, une idée, la grande difficulté pour les porteurs de projets, c'est de s'entourer, de trouver des compétences qui sont complémentaires aux vôtres. Finalement, se mettre en ordre de bataille pour convertir votre idée en projet. Cette question vraiment des compétences à agréger autour du projet, c'est une idée qui est indispensable. Et finalement, là, à Montpellier, on peut dire qu'on est assez gâté pour trouver des complémentarités. Dans mon parcours, je peux citer qu'il existe des laboratoires de recherche publics accessibles, ouverts, avec des contacts qui sont possibles pour aller voir des spécialistes de l'IA. Pour moi, ça a été à Montpellier le LIRM. On a la chance aussi, pour faciliter l'interface avec ces laboratoires de recherche, de pouvoir s'appuyer sur une structure qui s'appelle la SAT AXLR, qui peut aider au transfert de techno issus de laboratoires publics. Donc pour les porteurs de projets, c'est le cas vraiment de figure où des chercheurs auraient une techno disponible pour votre idée, mais n'auraient pas eu une problématique métier comme champ d'application. Puis si on veut, dans la santé, collaborer avec des professionnels de santé, on a un établissement avec le CHU de premier ordre au niveau national. Et si on continue de brosser le tableau, on a une structure comme Eurobiomed qui nous a aussi aidés et qui nous accompagne dans la mise en relation avec des acteurs comme le CHU et la rédaction des protocoles de collaboration et de recherche clinique. Alors après, pour en revenir au BIC, puisque c'est aussi essentiel, lorsqu'on vient à la structuration du projet, à la création d'entreprise, là, il y a le BIC, les chargés d'affaires, les programmes d'accompagnement aux porteurs de projets, donc comme le Jump in Creation. Donc ça, c'est un tremplin idéal pour faire mûrir le projet, être challengé. Donc on l'a suivi avec mon associé pendant 5 semaines intenses de formation, finalement où on nous sort la tête de nos idées techniques et on nous demande de prendre de la hauteur sur le projet. On nous oblige à considérer des problématiques qu'on juge à tort secondaires quand on a une idée, qu'on fonce bille en tête. Et finalement, ça nous permet de faire un 360 de tous les processus support qui vont faire grandir le projet, la compta, le juridique, le réglementaire, le normatif, le marketing, les levées de fonds et j'en passe. Et là, le BIC, ça, en plus, ça nous donne accès à un carnet d'adresses très bien fourni en conseillers spécialisés de chacun de ces domaines qui vont nous faire avancer à pas de géant. Moi, je vais finir par une dernière note d'optimisme aussi aux porteurs de projets, puisque en 2018, moi, je me suis fait recaler par le BIC et par des investisseurs parce que j'avais pas d'équipe constituée dans ma société. Je pensais qu'avec une idée, on pouvait sous-traiter entièrement le développement de techno à une SS2I. J'ai appris que ça se passe pas comme ça, et à force de recherche, il y a plus d'1 an, voilà, j'ai rencontré mon associé qui est vraiment complémentaire, qui est chercheuse en intelligence artificielle. Et depuis, notre société, elle a grandi de cette rencontre. On a embauché des data scientists. On est incubé au BIC et on avance vers une commercialisation de notre premier produit dans les mois à venir. Et je vais passer la parole pour continuer le discours à mon associé Namrata Patel. Donc la complémentarité, c'est aussi ce que je cherchais moi, afin de matérialiser une idée qui m'est arrivée quand je faisais de la recherche fondamentale en intelligence artificielle au laboratoire LIRM. L'idée, c'était d'explorer comment la mise en place d'une IA qui serait co-conçue avec un expert dans un domaine spécifique permettrait de transformer ce domaine grâce à cette IA. Donc, le domaine, pour moi, c'était le médical et le partenaire, c'était bien Guillaume. Donc, persuadés que cette association permettrait de créer de l'innovation utile, nous nous sommes lancés dans notre aventure entrepreneuriale. Accompagnés par l'écosystème montpelliérain dont vous a déjà parlé Guillaume, en pas mal de détails, l'année 2020 a été vraiment très dynamique pour nous. Donc, nous avons très vite découvert le côté bienveillant, encourageant et formateur de cet écosystème. Déjà, avec le programme Jumping Création,
C'était pour moi une occasion de découvrir tous les enjeux de l'entrepreneuriat, quelque chose que je ne connaissais pas du tout en tant que chercheuse dans le monde académique. Et c'était un environnement très stimulant. Et malgré les difficultés du distanciel, on l'a tenu entièrement à distance, tout ce programme. Nous avons pu développer aussi une vraie cohésion d'équipe entre les participants de la formation. Également, sur un côté, par contre, un tout petit peu plus personnel, mon obtention récente de l'aide financière Créalia, qui est dédiée aux porteurs de projets innovants, a été une très bonne opportunité dans la prise de confiance et la clarté d'expression. L'un des enjeux les plus critiques d'une entreprise innovante, et surtout au démarrage, c'est le financement d'une idée qui n'a pas encore fait ses preuves. Et là, à nouveau, c'est l'écosystème en pèlerin qui est tellement encourageant, qui nous a donné la confiance qu'on va pouvoir réussir. Et aussi peut-être parce que je viens du monde académique, je suis particulièrement sensible aux dispositifs financiers du gouvernement définis pour inciter et valoriser la recherche en industrie. Notamment, ce sont quand même des dispositifs qui valorisent le doctorat. Ce n'est pas quelque chose auquel on a beaucoup de chance d'avoir dans les entreprises privées, les grosses boîtes en France. Je l'ai vu dans mon propre vécu. Et donc ça me parlait beaucoup, et notamment pour optimiser les coûts liés à la recherche et au développement, et à y croire, justement, à permettre d'investir dans la recherche et le développement, même pour une entreprise qui est en démarrage. Les différents acteurs publics qui nous accompagnent aujourd'hui, que ce soit la BPI, la région ad-hoc, ou même les pôles de compétitivité comme l'Eurobiomed, ils sont eux-mêmes très complémentaires, à l'écoute et tous de bons conseils. Ça a été donc un vrai plaisir de créer une entreprise innovante pour moi depuis 2020, dans ce milieu d'entraide, de vraie entraide. Et ça donne confiance et du courage pour se confronter aux enjeux de cette aventure. La richesse de cet écosystème montpelliérain est une vraie chance pour les porteurs de projets innovants, et je le souhaite à tous les futurs porteurs de projets à Montpellier. Merci. On ne t'entend pas, Cécile? Merci beaucoup, Namrata, et merci, Guillaume, pour votre retour d'expérience et votre témoignage. En plus, vraiment grosse prise de risque, puisque vous avez, Guillaume, tu as quand même quitté ton métier originel pour devenir chef d'entreprise et mener à bien toute l'idée et la passion que tu mets dans le développement de cette entreprise. Le pas. Tu as franchi le pas. Et, Moi et aussi, donc, ce qu'on peut retenir, confort, comme pouvait en parler Pierre-Edouard. ouais, c'est ça. Ce qu'on peut constater, donc, à la vue de tous ces retours d'expérience que vous nous avez fait, et je vous en remercie vraiment, beaucoup, et qu'on vient d'écouter, c'est que il faut tenter, il faut essayer, tout est possible. Quand on a une idée, qu'on a envie de tenter à la développer en entreprise, il y a un écosystème ici et partout qui est capable de vous accompagner et de vous aider dans vos premières démarches. Et malgré les contraintes actuelles, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que nous aussi, on s'est beaucoup adapté, hein, parce que normalement, on vous reçoit en tête-à-tête, on fait des actions collectives dans des salles, on discute, on fait des apéros sympas entre entrepreneurs. Voilà, c'est très, très communicant et très en présence, en fait, notre métier. Effectivement, c'est un métier qu'on a toujours conçu comme étant présentiel, avec beaucoup de rencontres, des rendez-vous individuels, des moments collectifs de convivialité. Alors effectivement, le contexte sanitaire n'a pas permis de réaliser tout ça, mais on a quand même réussi à transformer pas mal de choses. L'activité d'accompagnement des structures qui sont sur le territoire n'a pas cessé, hein, que ce soit nous, que ce soit les autres. On s'est tous transformés, on a fait notre transformation digitale, on a créé une version, Guilhem et Namrata parlaient de Jumping Création, qui est notre programme booster de projet qui dure 4 semaines. On a créé une version digitale de ce programme où tout l'enjeu est de faire travailler des entrepreneurs sur leur projet d'entreprise, tout en gardant un esprit promo, communauté d'entraide entre les entrepreneurs. Et bon, ça a été quand même une grosse réussite de ce confinement, de cette épreuve qu'on a traversée. Et puis, on a aussi travaillé sur des nouveaux outils digitaux, bien sûr, pour
transmettre notre savoir en création d'entreprise. Et tout à l'heure, on parlait du business plan. On s'est par exemple attaché à créer des tutoriaux sur notre outil Montpellier Business Plan, qui est un outil de prévisionnel en ligne, qui déjà par nature est conçu pour être facile à utiliser, que vous soyez une entreprise innovante ou pas innovante. Ça permet de faire votre prévisionnel sur plusieurs années de façon assez rapide. Mais on a créé des tutoriels pour vous aider à aller encore plus loin dans les explications. Et un autre exemple d'outil digital mis en œuvre, c'est la chaîne podcast du BIC que nous lançons aujourd'hui. Et j'entendais Jean-Paul tout à l'heure parler des financements au démarrage. Donc effectivement, on a commencé par tout seigneur, tout honneur, le financement, forcément, qui est le nerf de la guerre, le souci principal des porteurs de projets quand ils viennent nous voir. Et on a créé cette chaîne podcast pour pouvoir transmettre, partager l'expérience des entrepreneurs et transmettre quelques insights, comme on dit en bon anglais, du BIC pour vous aider à créer votre entreprise. Donc, je dirais en Comment elle conclusion, s'appelle cette chaîne? alors, pardon, ça s'appelle Passe-moi le BIC. Peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat ou dans les questions. Ça s'appelle Passe-moi le BIC et la vocation de cette chaîne, c'est de montrer les coulisses des startups et de ne pas que montrer les réussites et les levées de fonds, mais parler aussi des doutes qui vous assaillent parce que vous en avez vous aussi et de ces fameuses montagnes russes qu'on connaît bien dans le milieu de l'entrepreneuriat avec les jours avec et les jours un peu moins avec. Et je voudrais rebondir aussi sur ce que disait Jean-Paul. Je partage tout à fait son avis. C'est toujours le bon moment quand on a une idée, c'est le bon moment de se lancer. Qu'est-ce qu'on risque après tout? Si on va avoir une structure d'accompagnement et qu'elle vous dit, écoutez, là, la fenêtre d'opportunité n'est pas bonne, c'est pas forcément le bon moment, au moins vous aurez toujours été le plus loin possible dans la faisabilité de ce projet. Et moi, ça me semble important de pas hésiter à se lancer. Et pour se lancer, et ça, c'est Pierre-Édouard en parlait aussi, il faut en parler. Il faut en parler autour de soi. Il ne faut pas garder son idée. Il faut aller voir des structures, des accompagnants, en parler à son beau-père, à sa famille, à ses amis, pour tester l'idée et voir comment ça prend. Et vous serez pas, vous aurez peut-être de très bonnes surprises. Donc voilà, donc je voulais dire, la crise, effectivement, elle a été, elle a été quand même très forte, mais elle a pu montrer que l'ensemble des acteurs ont su se retourner, pivoter. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a prouvé la solidité et la solidarité de l'écosystème, que ce soit des structures d'accompagnement, des financeurs institutionnels, de tout l'accompagnement bancaire, de la BPI, de tous les clusters, les pôles de compétitivité. Voilà, tout le monde s'est mis autour de la table pour aider les entreprises à passer ce mauvais moment. Et je pense que l'écosystème en sortira encore plus solide et grandi de cette crise-là. Eh ben, merci beaucoup. Pour terminer, Adèle, est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi les modalités de recrutement au BIC? Parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus, donc on va juste faire un petit tour là-dessus et Oui, puis on pourra peut-être terminer par un mot de chacun, si on a le temps. Oui, Ou et des puis peut-être questions. aussi juste réponse à une ou deux questions. Questions, absolument. Du coup, on vous mettra le lien sur le site pour candidater au BIC. Donc, on vous demande de présenter votre projet et ensuite, en fonction de votre niveau d'innovation, votre dossier de toute façon, votre dossier est regardé par les chargés d'affaires du BIC. On vous fait un retour personnalisé, quel que soit votre projet. Et on vous reçoit également en rendez-vous individuel où on vous présente le fonctionnement du BIC beaucoup plus en détail. On vous reçoit en rendez-vous individuel. Et puis ensuite, il y a la possibilité de pitcher aussi, c'est-à-dire de présenter pendant 5 minutes votre projet face aux membres de l'équipe du BIC.
Quoi qu'il en soit, même si vous dites, ben, je ne sais pas si mon projet est innovant ou pas, n'hésitez vraiment pas à déposer une candidature parce que nous, de toute façon, on vous fait un retour et on vous, si besoin, on vous réoriente aussi vers tous les acteurs du territoire qui sont à même de vous accompagner. Et ça, c'est important puisqu'il y a beaucoup de structures qui aident à la création d'entreprises, innovantes ou pas innovantes. Et c'est important vraiment de pouvoir se faire accompagner. Nous, en tout cas, on vous reçoit, on échange avec vous sur votre niveau d'information, s'il y a besoin ou pas de s'associer, ce que disait Guillaume tout à l'heure. Et du coup, on a une question à ce propos. Donc voilà, vous pouvez vraiment candidater. On va vous mettre le lien dans le chat. Et on a une question à ce propos de la partie associée. Donc, Guillaume, tu en parlais tout à l'heure du fait qu'on t'avait dit qu'il manquait une personne à ton équipe pour pouvoir être accompagné. On avait une question d'Anne-Sophie sur qu'est-ce que vous entendez par associé, de qui faut-il s'entourer pour porter notre projet et avancer au mieux. Et puis ensuite, est-ce que le BIC accompagne l'idée jusqu'à la réalisation de l'entreprise lorsqu'on ne sait pas comment s'y prendre, mais peut-être aussi parler de la question de l'association et pourquoi est-ce que ça peut être important aussi de s'associer quand on porte un projet d'entreprise innovante et de ne pas le faire seul. Je ne sais pas si l'un d'entre vous souhaite Oui. Est-ce que répondre. quelqu'un veut intervenir pour répondre à cette question? Personnellement, moi, j'ai trouvé que ça c'était extrêmement favorable pour moi de trouver quelqu'un de complémentaire. De un, parce que c'est quelqu'un avec qui je peux discuter en toute transparence, où on peut vraiment débattre, et qui est quelqu'un qui a toujours des idées qui enrichissent les miennes. Et puis, si jamais j'ai tort, il me le dit. Et notamment par la complémentarité de nos compétences, on arrive vraiment à développer quelque chose que j'aurais pas pu faire seule, par exemple. Et je pense inversement pour lui. Donc, même à côté du besoin, en quelque sorte, d'avoir une équipe complète, je pense même au niveau intellectuel et personnel, c'est très rassurant d'avoir quelqu'un, un partenaire qui est là pour batailler avec toi. Pierre-Edouard, tu veux rajouter quelque chose? Tu t'aimerais un peu seul, toi? Désolé. Ouais, j'ai envie de dire, moi, justement, je me suis lancé seul ouais. et j'en ai chié. Du coup, ça a été parfois un problème. Certains VC m'ont fermé la porte tout simplement parce que j'étais seul. Au début, on a beaucoup de stress, on a beaucoup d'anxiété qu'on aimerait partager avec d'autres épaules. J'aurais aimé un peu moins travailler le soir et le week-end et un peu plus profiter de ma famille. Donc, à tous, en fait, il y a un gros conseil, c'est entourez-vous et n'y allez pas seul. Si ça peut vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs que moi, franchement, faites-le. Voilà. Prenez le temps de trouver le bon coéquipier. Oui, Frédéric? Oui, pour moi, juste pour le dire, aussi, Ah, pardon. Donc, juste, Guillaume, je dis, voilà, nous, dans l'analyse du risque du financement, quelqu'un qui est seul, pour nous, c'est du risque. C'est du risque déjà humain, parce qu'il peut porter un projet tout seul et ça va être compliqué. C'est un risque stratégique, on n'échange pas, on partage pas, etc. Et donc, nous, dans notre grille d'évaluation, il y a 80 questions. Quand un porteur de projet est seul, on va avoir des difficultés à l'accompagner, à le financer, parce qu'on a besoin de savoir qu'il va être solide, qu'il peut prendre des décisions. Donc aussi se pose la question du partage et la répartition du capital dans l'équipe. Qui décide? 50-50, c'est pas bienvenu. Et puis aussi, c'est la mixité des compétences, parce qu'on a besoin, comme l'équipe Guillaume et Namrata, c'est une équipe qui est sur des compétences diverses. Et nous, on a besoin d'aborder et le projet entrepreneurial par le métier du business. Je vends un produit, et aussi un métier je construis un produit. Donc, on a besoin d'ingénieurs, mais aussi on a besoin de bizdev. Et donc, quand les équipes sont constituées comme ça, on a des chances d'arriver au bout du projet. Mais être seul, c'est que les gens de la traversée de l'Atlantique ou du Vendée Globe qui le font, et c'est compliqué. Oui, et je vais redonner la parole à Guillaume. Du coup, tu voulais rajouter quelque chose? C'est ça aussi, un conseil sur comment trouver la complémentarité, les compétences qui manquent, comment trouver un associé, dire aux porteurs de projet qu'il faut avoir, on est tous créatifs, on a tous des idées, et par contre, il faut aussi évidemment avoir confiance en son idée, en soi, et persévérant, et il faut pousser des portes. Il faut même les enfoncer, les portes. Moi, Namrata, elle n'a pas frappé à ma porte du jour au lendemain, quoi. Je suis allé la trouver, j'ai passé
passer des journées dans le laboratoire de recherche, à parler du projet, à tisser du lien. Et c'est à force de toutes ces rencontres, finalement, votre réseau, vous le construisez aussi en parlant de votre projet, en agrégeant les personnes autour de ce projet, qu'à un moment, il y a une personne qui se détache et qui croit aussi fort que vous. Et là, ça devient un associé et puis on devient extrêmement fort, quoi. Ouais, et donc nous, par rapport au BIC, puisqu'il y a des questions aussi, j'ai vu que Bérangère et l'équipe avaient répondu, merci, mais vous pouvez démarrer avec votre idée en étant seul, en ayant l'objectif de ne pas le rester, en fait. Hein. C'est ça. Hein. Donc nous, on peut très bien vous voir à ce moment-là, mais l'objectif, c'est vite d'aller chercher des compétences complémentaires et des cerveaux complémentaires, effectivement. D'autres questions, Adèle, ou pas? Il y avait d'autres questions? T'as pas le micro? On avait une question. Est-ce qu'on peut être accompagné avec Aliès Myriapolis sur Alès et obtenir un financement de la part de l'Agence Sud Innovation? C'est très précis comme question. Mais après, ça peut. Oui, alors on va faire court parce que c'est très, Oui. très interne. Mais donc, j'ai parlé surtout de Montpellier. La filière NextInnov, c'est Sud Innovation sur l'Occitanie-Est. Et donc, dans chaque centre d'affaires corporate, c'est-à-dire Alès, Béziers, Nîmes, Perpignan, Carcassonne, j'ai un chargé d'affaires mixte qui est formé à l'innovation et qui est capable d'accompagner les entreprises des bassins économiques cités. Voilà, donc il n'y a pas de sujet. Par contre, moi, je viens en appui souvent pour faire les premiers rendez-vous, qualifier l'innovation, etc. Et plutôt accompagner le porteur. Voilà. Donc à Alès, il y a un interlocuteur. Parfait, merci beaucoup. Il est 27, peut-être qu'on peut terminer par un petit tour de table, un petit mot de chacun. Par quoi est-ce que vous souhaitez terminer et quel message est-ce que vous souhaitez faire passer aux personnes présentes? Qui veut démarrer? Oui. Vas-y, Adèle, je te laisse donner la parole. Oui, pareil. Namrata, si tu veux démarrer. Moi, c'est certainement, il faut un peu, je rejoins Pierre-Édouard, même si on pense qu'on n'est pas vraiment de la fibre entrepreneuriale, je pense qu'il faut s'y lancer et puis ça se trouve, ça va marcher. Moi, c'était le cas. Je venais de l'académique, aucun lien avec l'entrepreneuriat, mais là, je me régale depuis cette année 2020 et je reste maintenant c'est bon, quoi. Merci Namrata. Isabelle? Oui, alors pour moi, le conseil, ce serait de se faire accompagner par une structure. Des structures d'accompagnement à la création d'entreprises, il y en a partout, sur tout le territoire. Il y en a bien sûr sur Montpellier, il y en a sur des secteurs d'activité très, très différents. Là, on parle d'innovation, bien évidemment, parce que nous, notre ADN, c'est l'innovation. Mais si vous êtes dans un secteur de l'économie plus traditionnelle, eh bien, les CCI sont là pour vous aider, la Chambre des métiers est là également. Les boutiques de gestion peuvent vous aider à élaborer votre business plan. Donc, il y a vraiment une multitude d'acteurs sur ce territoire qui travaillent pour la création d'entreprises et pour l'entrepreneuriat. Et n'hésitez pas à pousser leurs portes. Et si vous n'êtes pas à la bonne porte, ne vous inquiétez pas, ils vous enverront vers le bon guichet. Donc, vous ne serez pas perdu, il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup. Frédéric? Donc, bon, pour ma part, c'est effectivement mettre un point sur ce que disait Isabelle, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les projets accompagnés sont des projets qui vont beaucoup plus loin que les projets non accompagnés. Donc, on est tellement sûr statistiquement qu'on en a fait un critère d'éligibilité au financement bancaire. Et puis, pour ma part, je gravite au niveau national, donc je suis à Rennes, à Marseille, à Bordeaux, à Lyon, et je connais tous les écosystèmes, les innosystèmes de toutes ces régions, même Toulouse, je suis très souvent à Toulouse. Je peux vous dire, depuis 20 ans que je fais ce métier, qu'à Montpellier, on a su préserver un climat de bienveillance, d'accompagnement, qui n'est pas trop business autour de la start-up comme on peut avoir dans certaines villes. Et vous avez des prestations concentriques autour de la start-up, que ce soit des avocats, des experts comptables, le dépôt de brevet, le financement, le haut de bilan, le coach, tout est autour de vous pour réussir avec bienveillance et dans un climat de sécurité. Et franchement, moi, je suis très, très fier de participer à cet écosystème sur Montpellier parce qu'on a des très, très bons résultats. Merci Frédéric. Pierre-Édouard? Mon conseil, ce serait
de vous dire de vous faire confiance. Faites-vous confiance, peur, lancez-vous et faites confiance aussi aux gens que vous croisez sur votre chemin. Et voilà, tout simplement. Il faut se lancer. C'est ça le plus dur. Merci beaucoup. Jean-Paul? Vous n'avez pas votre micro, Jean-Paul, encore. Ah, c'est terrible de couper son micro, pardon. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, bon, Méliès Business Angel dans ses gènes beaucoup aussi l'accompagnement, et donc je vais revenir sur cette notion d'accompagnement, et comme le disait Isabelle Brévost tout à l'heure, il faut parler de son projet, se faire accompagner et s'associer dans la mesure du possible. Je pense que c'est quelque chose qui vous fera avancer plus vite, qui vous fera avancer plus loin. Et puis, ça a été dit aussi, il ne faut pas avoir peur. Dans le chat, il y avait des questions sur comment bâtir un business plan, etc. On n'est pas censé, enfin, si on a une bonne idée, une idée innovante, on n'est pas forcément financier, on n'est pas forcément commercial, on n'a pas forcément toutes les compétences. Et donc, c'est à plusieurs qu'on réussira. Voilà. Merci beaucoup. Charlotte? Oui, alors moi, j'ajouterais effectivement à cet aspect-là de trouver quelqu'un avec qui on peut échanger, en fait, avec qui on peut vraiment débattre de son idée. Donc, effectivement, l'importance d'aller d'en parler à des personnes qui ne comprennent peut-être ou probablement encore mieux, ne comprennent rien à ce que vous faites, parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir s'assurer que c'est pertinent. Mais quand on a identifié un besoin, qu'on en est convaincu, c'est vrai qu'il y a des moments un petit peu compliqués, mais c'est, comme le disait Namrata, c'est voilà, intellectuellement extrêmement stimulant de réaliser quelque chose dont on est absolument intimement convaincu que c'est pertinent. Merci Charlotte. Et Guillaume? Moi, ce sera un seul mot à tous les porteurs de projets, c'est oser. Oser, en fait. Il faut sortir vos idées, votre projet de votre cerveau. Voilà, il faut mettre le projet, les idées sur la table et les confronter à la critique. On en a souvent peur, je pense, quand on est porteur de projet, mais ça ne sert qu'une chose à la critique, c'est vous faire progresser et voilà, et lever des doutes, dérisquer votre projet. Donc, osez, osez, osez. Très bien, merci. Merci à tous. Merci à tous les intervenants. C'était une belle session. Eh ben, merci. Oui. Merci. Et vous retrouverez normalement le replay sur vos boîtes mail. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous. Et merci encore à tous les intervenants. Bon après-midi à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.